Jean-Jacques Schoncker, vous êtes avocat au bureau du Luxembourg depuis 1986, le Grand-Duché du Luxembourg. Prenant conscience très tôt des limites du système juridique traditionnel, vous avez toujours donné une large part au conseil et vous êtes formé, vous pratiquez la médiation avec les parties prenantes des affaires qui vous sont confiées. Toujours en activité professionnelle, vous avez accepté la présidence de l'association luxembourgeoise My Will and My We, j'espère que je prononce bien, qui veut dire ma volonté, mon chemin, association à la fois humanitaire, indépendante de toute étiquette politique et conventionnelle, et qui a été fondée en 1988 par le docteur Henri Clis. Elle compte aujourd'hui plus de 1000 adhérents, dont l'aide médicale à mourir est légale depuis 2008 dans le Grand-Duché du Luxembourg. Donc, dans votre exposé, vous allez nous rappeler les conditions et les circonstances qui ont permis le vote de la loi, peut-être un bilan également de sa mise en œuvre, ainsi que les évolutions qui ont eu lieu depuis sa légalisation et peut-être ce qui s'esquisse pour l'avenir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup de donner au petit Grand-Duché l'occasion de s'exprimer à l'occasion de ce colloque. C'est un privilège pour nous. Pour moi, c'est en plus un double privilège, puisque moi, je suis coincé entre l'Espérance et après le monsieur qui s'appellera Bise. Donc, c'est formidable. Donc, c'est un bon début. Pour la question de l'euthanasie au Luxembourg, les conditions, les circonstances dans lesquelles la loi a été votée, en fait, il y a eu un clivage de la société, de la vie politique et de la société. Tout à l'heure, notre intervenant québécois a précisé donc la question religieuse et que la question religieuse, malgré, comment dire, que plus beaucoup de gens fréquentent les églises au Luxembourg, nous sommes quand même, et malgré la séparation de l'État et de l'Église depuis un peu récemment, il y a quand même, Luxembourg reste un pays profondément catholiques. Et les catholiques, respectivement leur lobby, ont fait une grande pression sur tous les hommes et intervenants politiques, syndicaux ou autres pour que cette loi sur l'euthanasie ne soit pas votée. Bon, c'était un échec, mais quand même, il y a eu un clivage de la société, un peu comme maintenant le clivage pour ou contre le vaccin. Hein, c'était un peu ça, il y a un clivage de société, mais je pense que pour l'instant, on est passé de l'un ou l'autre, tu es pour l'euthanasie, contre, c'est l'un et l'autre, donc c'est soins palliatifs et euthanasie. Donc il y avait toujours cette dichotomie et ce clivage, et d'ailleurs c'est qui s'est exprimé par deux lois qui ont été votées le même jour, le 16 mars, donc qui sont entrées en vigueur le même jour, le 16 mars 2009, l'un sur l'euthanasie et le suicide assisté, et l'autre sur les soins palliatifs. Donc, on a bien distingué tout cela parce que sans cette scission, il n'y aurait pas eu l'adoption de cette loi. Il y en a, donc la loi, elle a maintenant 10 ans, et les différents hommes politiques qui ont été interrogés sur le sujet récemment. Donc, on a dit, par exemple, notre Premier ministre actuel, il a dit à l'époque, on parlait de la danse de la mort, donc on stigmatisait tous ceux qui étaient favorables, y compris les médecins. On disait, voilà, vous donnez la mort, etc. Donc, c'était très, très houleux comme débat, mais depuis, disons, le calme et la sérénité sont revenus. Par contre, donc, deuxième élément de mon intervention, le bilan de la mise en œuvre. Ça a eu du mal à démarrer. Pour vous dire, les 10 premières années, il y a eu 71 demandes, 71 euthanasies, respectivement, suicides assistés qui ont été pratiqués, ce qui nous fait un pourcentage de morts déclarées au Luxembourg de 0,26%, ce qui est très peu par rapport à ce qui se pratique en Belgique et aux Pays-Bas, où on arrive quand même à 1,9%. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Comment ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, mais en fait, on a fait le constat que la loi n'est pas très connue. Il y a toujours la réticence d'une grande partie du milieu médical et surtout hospitalier, manque de connaissance du grand public aussi de l'existence de cette loi, alors qu'il y a 2 ans, il y a un sondage qui a été fait qui dit clairement 85% de la population sont favorables à l'euthanasie, mais on a quand même remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ignoraient que cette loi existait, alors qu'elle est
aussi de la part des autorités, elle est un peu on passe un peu sous silence, comme c'est un peu une des caractéristiques du Luxembourg, tout ce qui nous dérange, et la mort visiblement dérange toujours, c'est un sujet tabou, donc on n'en parle pas. Ce n'est pas de bon ton d'en parler. Mais, et ça c'est un phénomène très intéressant, pendant la crise Covid, les chiffres ont carrément explosé pour en arriver à 16 en 2019 et 25, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière. C'est qui on a cherché des explications et finalement, il s'est avéré que le taux d'information a augmenté. Ça n'a rien à voir, il n'y avait aucune relation causale avec le taux, avec la crise Covid, mais justement parce que notamment notre politique d'information, c'est-à-dire de l'association de droit de mourir dans la dignité, anciennement droit de mourir dans la dignité Luxembourg, actuellement Meivellen, donc ma volonté, mon chemin, nous faisons donc cette œuvre d'information et qui commence à porter ses fruits. Et ce qu'on remarque aussi, par exemple, l'explosion de notre budget qui a encore 5 années était de 25 000 euros, maintenant il est de 300 000 euros, pour vous dire l'importance quand même qui est attachée. En ce qui concerne maintenant l'évolution législative au Luxembourg, le mieux pour nous, ce serait si on avait un texte global qui s'appellerait fin de vie. Parce qu'il faut quand même savoir, toujours l'euthanasie, comment dire, il y a cette sémantique, on dit l'euthanasie, alors même que ça signifie la mort douce, est assimilée à tous les excès qui ont été faits pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'idéologie nazie. Donc il y a toujours ce petit arrière-goût de terminologie. Donc on aimerait bien que toutes les lois qui parlent de fin de vie, que ce soit euthanasie et aussi soins palliatifs, soient fondées dans une loi qui s'appellerait fin de vie, mais on préfère nous quand même, parce qu'on connaît les risques d'un processus législatif, mieux vaut une mauvaise loi que pas de loi du tout. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe encore actuellement, et je pense que les intervenants antérieurs, précédents l'ont parlé, il y a, comment dire, avec les soins palliatifs, il y a souvent la sédation quand même létale qui est faite et qui était déjà faite avant. Donc, il y avait un peu cette zone grise. Par contre, il y a une évolution récente qui a été faite au niveau législatif. La mort par euthanasie est considérée comme mort naturelle parce que pas tous les contrats d'assurance vie, et Luxembourg vit aussi beaucoup de ces assurances, ne prévoyaient cette clause. Et il y avait des assurances qui refusaient d'indemniser, qui refusaient de faire entrer en bénéfice un contrat d'assurance vie une personne qui était décédée de l'euthanasie ou du suicide assisté. Je pense que j'ai fait le tour de la question, même si j'étais un peu moins explicite que mes prédécesseurs, mais je pense que l'essentiel a été dit. Pour la loi elle-même, je pense qu'elle reprend ce qui se passe plus ou moins en Belgique avec deux grandes différences. Toutefois, déjà, ce n'est pas, la loi n'est pas pour les mineurs. Il faut être majeur. Et puis aussi, pour les maladies psychiques, on est un peu moins évolué. Je ne pense pas que Luxembourg soit encore prêt pour dire que dans une maladie neurodégénérative, on puisse, ou quand les gens ont dit, mais voilà, on en a marre de vivre, on a la flemme de vivre, que cela soit encore à l'ordre du jour, sauf si c'est avec une polypathologie. Et encore, autre précision quand même, puisqu'on est limitrophe à la France et en Allemagne, l'euthanasie n'est pas non plus forcément à l'ordre du jour, il y a certaines conditions. On avait un peu la crainte du tourisme de la mort, mais cette crainte est doublement, alors même parce que pour avoir le droit à l'euthanasie, il ne faut ni être résident au Luxembourg, ni avoir la nationalité luxembourgeoise. Donc on pouvait redouter ce tourisme de la mort, mais bon, il y a d'une part, il y a l'acte n'est pas repris par la nomenclature, il y a un mélo, donc ce n'est pas très lucratif, et d'un autre, ce qu'il faut dire également, c'est qu'il faut avoir un médecin de référence au Luxembourg. Donc, il ne suffit pas de venir avec avec un collègue français ou belge ou allemand pour pratiquer l'euthanasie. En plus, il faut un deuxième avis d'un médecin
établis au Luxembourg pour que tout cela, il y a une barrière à ce tourisme médical ou de tourisme de la mort qui pourrait se profiler à l'horizon. Et là, il y a quand même des barrières. Voilà, je suis prêt pour les questions. Bien que vous l'ayez vous-même dit, vous êtes méfiant par rapport au tourisme de la mort, un participant pose quand même la question, est-ce que vous acceptez les étrangers? Y aurait-il une procédure qui leur permettrait de venir en Luxembourg à la fois déposer leur somme d'argent et demander l'aide médicale à mourir? Donc je plaisante. Est-ce que vous pourriez repréciser ce point parce que il y a une question qui revient dessus. Donc, c'est clair, il n'y a pas de condition de résidence ni de nationalité. Par contre, il faut un médecin référent au Luxembourg. Donc, il faut une relation et la loi prévoit aussi, on n'a pas de contrôle a posteriori si les conditions de forme et de fond ont été respectées, mais il y a après, le médecin, il faut qu'il fasse en âme et conscience, il dise, mais je connais la personne, etc., etc., etc. Il faut que ce soit donc un médecin établi au Luxembourg, et je ne pense pas que quelqu'un qui vient de, je ne sais pas, de Berlin, de Lisbonne ou de Paris, et qui dit, bonjour, me voilà, une valise est pour la banque et l'autre valise, donnez-moi un sérum pour me trucider. Je ne pense pas qu'un médecin luxembourgeois ou établi au Luxembourg se fasse prêter en jeu, d'autant plus qu'il a besoin d'un deuxième collègue pour hypothéquer cela. Je ne pense pas que ni l'enjeu déontologique, ni l'enjeu financier en vaille la peine. Et alors, parce qu'il y a quand même une insistance des participants, donc en fait, il faudrait être suivi, il faut être suivi au Luxembourg, si je comprends bien. Voilà, tout à fait. Il faut, et donc le médecin, il faut qu'il reprenne la volonté. Donc, il faut que la volonté soit persistante, il faut etc., qu'il contrôle tout cela. Donc, ce n'est pas un acte d'un jour, ce n'est pas un quick shot. Donc, c'est un suivi sur un certain délai, et tout cela ne se fait pas du jour au lendemain, de sorte que la barrière, disons, est quand même grande à franchir. D'accord. Juste une petite précision concernant ce qui a été dit par notre collègue. Au Québec, la loi exprime explicitement, c'est écrit comme tel, que nul ne peut refuser des bénéfices d'assurance, de rente ou de tout ce que vous voudrez à une personne qui a eu l'aide médicale à mourir. C'est spécifiquement écrit dans la loi, et depuis 6 ans maintenant, nous n'avons eu aucune espèce de récrimination de ce genre. Et je pense que c'est important pour ceux qui vont penser à faire de telles lois ultérieurement. Oui, merci de cette précision, parce que le Luxembourg, justement, on a fait récemment la loi parce qu'il y avait ces réticences. Donc, c'est la seule évolution législative qu'il y a eu. Parce qu'effectivement, le problème que vous citez des compagnies d'assurance qui refusaient de verser les rentes, c'est effectivement un point important. Donc, je crois qu'en Belgique, c'est la même chose. La mort est déclarée naturelle, je pense que. Voilà, tout à fait. C'est cela. D'accord. Mais écoutez, j'ai plutôt des remarques disant que finalement, c'est honteux d'être français, alors que dans nos voisins, un grand-duché pourtant catholique a réussi à mettre en place une loi. Donc, c'est plus des félicitations qu'on vous adresse que des questions, sachant qu'effectivement, votre loi s'apparente beaucoup à celle de la Belgique et que beaucoup de questions ont été posées. Donc, de ce fait, je pense que si vous voulez bien revenir peut-être sur le contexte de votre pays, à la fois religieux et laïque, pour terminer votre intervention, Jean-Jacques Jonker. Oui, c'est-à-dire donc à l'époque où ce clivage a eu lieu, donc il faut se remémorer, on était en 2009, il n'y avait pas encore la séparation de l'État et l'Église. Maintenant, il existe, mais la mentalité n'a pas beaucoup évolué. Mais il faut surtout voir, et ça, je pense que c'est l'occasion de le dire, à tel point que cela a soulevé une polémique, le grand-duc, qui était responsable de la promulgation et des lois, a dit, mais je ne signerai pas cette loi. Il y a eu une crise institutionnelle, une crise constitutionnelle qui a fait que la Constitution a eu un amendement, et là, il y avait la marge de
unanimité à la Chambre pour dire, mais voilà, mon cher grand-duc, tu es sympa, et etc. Mais on va un peu te couper tes prérogatives et il devra toujours promulguer la loi, mais il ne devra plus être d'accord. Et finalement, il y a eu un consensus à ce côté-là. Donc, vraiment, il y a eu ce clivage énorme que juste que à la tête de l'État, et on est fiers de notre grand-duc, mais là, il y a eu justement, tout à l'heure, le mot était tombé, l'Opus Dei, etc., qui ont essayé d'avoir leur mot à dire, mais je pense que ça, c'est maintenant de l'histoire ancienne, mais bon, il ne faut jamais réveiller les chiens qui dorment. Voilà. Merci. De quelqu'un qui effectivement note que les procédures, disons, sont longues lorsqu'on va à l'étranger. Et donc, elle demande comment peut-on les accompagner. Je voudrais redire que le choix est à l'écoute justement de ces questions via son adresse courriel, via son numéro de téléphone, et que vous pouvez toujours nous adresser vos questions et vos demandes d'aide, et nous nous efforçons d'y répondre. Notamment avec Madame Nathalie Andrews, qui est en Belgique et qui donc peut faciliter beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous, ça fait partie de notre rôle que d'être à l'écoute de vos questions sur ce plan. Nathalie, si tu veux dire un petit mot. Voilà, je vais conclure cet après-midi. Jacqueline Hermans, Georges L'Espérance, Jean-Jacques Bise et Jean-Jacques Schoenkert, nous vous remercions vivement pour ces interventions qui ont apporté un éclairage fort intéressant et positif sur l'aide à mourir, qu'elle se nomme, suivant le pays, euthanasie, aide médicale à mourir ou suicide assisté. Merci aussi à Denis Labelle d'avoir brossé un tableau très clair de la situation actuelle en France et de ce que nos compatriotes souhaitent. Nous vous rappelons à tous que très prochainement, une rediffusion de cette rencontre sera disponible sur le site du Choix et notre chaîne YouTube, ainsi que sur le site de la World Federation et aussi celui des associations représentées aujourd'hui. Au cours de la visioconférence, plus de 300 personnes se sont connectées par moment et certaines ont posé des questions. Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore en poser, le choix est à leur disposition pour y répondre par courriel ou téléphone ou transmettre ces questions aux intervenants qui étaient là aujourd'hui. À ce sujet, d'ailleurs, je rappelle le nom des associations suisses qui acceptent d'aider les malades étrangers: Life Circle, Ex International, Dignitas et Pegasos. Leurs coordonnées sont indiquées sur notre site, tout comme celles des associations représentées aujourd'hui. Au pays des droits de l'homme, la bataille est longue et difficile. Espérons que bientôt, nous pouvons toujours rêver, il ne soit plus nécessaire de s'expatrier pour mourir dans le respect de notre choix et de notre devise qui est, certains l'ont peut-être oublié au niveau des gouvernants, liberté, égalité, fraternité. Chers amis, adhérents et sympathisants, au plaisir de vous retrouver pour d'autres réunions publiques ou visioconférences. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.